Bonjour à tout le monde. Bonjour, bienvenue Bonjour. sur ce nouveau direct organisé par Miroir Social en partenariat avec les cabinets Oasis Consultants, Oasis Company, le groupe Oasis Company et le cabinet Sextant Expertise. Donc ce matin, le sujet, c'est la classification dans la convention collective de la métallurgie, la nouvelle convention collective de la métallurgie, et en sachant que la classification, c'est la colonne vertébrale de cette nouvelle convention collective. Donc, vaste sujet, on va dire, c'est un sujet assez vertical. Pour autant, ça peut donner des idées à d'autres, dans d'autres branches par rapport à ce qui va se passer dans la métallurgie et comment ça va se passer en termes de méthodologie. Donc, le contexte, il est assez clair, c'est qu'on a les entreprises ont donc l'équivalent de un peu moins de 2 ans pour décliner la grille de classification sur la grille de classification dans leur entreprise, dans un contexte qui n'est pas super favorable, on va dire, puisqu'il y a une conjonction des éléments entre les prix des matières premières et le prix de l'énergie, qui impacte clairement le secteur métallurgique, les approvisionnements en matières premières et par ailleurs les tensions sur les salaires sous fond d'inflation. Ce n'est pas forcément des conditions super favorables pour avancer sur le sujet, surtout quand il y a le dialogue social n'est pas au top. Exemple, une entreprise comme Thales, depuis quelques semaines, l'intersyndicale se mobilise sur la question des salaires et de façon avec des réponses assez claires de la direction, avec des assignations pour des blocages, etc. Donc le climat n'est pas super stabilisé, on va dire, et donc pas super favorable à enclencher une négociation d'un accord de méthode, notamment pour décliner dans les meilleures conditions cette classification. Donc, merci donc à Oasis Consultants et à Sextant Expertise, et merci donc à nos 4 intervenants. Alors, il nous en manque un. Alors, Gabriel Artero, donc tu es le président de la fédération CFE-CGC Métallurgie. Stéphane Destrug, tu es le secrétaire général de la fédération CFDT Métallurgie. Bonjour à toi. Dominique Olivier, qui était là, mais qui vient de disparaître, qui est donc le DRH de Bosch France. Bernard Morin, qui va nous rejoindre, qui était là, mais qui va nous rejoindre sans problème, qui est le délégué syndical de CFE-CGC pour Sagemcom. Et donc, en sachant que Dominique Olivier et Bernard Morin chez Sagemcom ont tous les deux, dans deux entreprises respectives, mis en place des accords de méthode. Enfin, l'accord de méthode a été signé notamment chez Sagemcom et c'est en cours, Dominique, chez vous, et tu pourras nous préciser un peu avec quelle modalité. Donc, on va commencer avec vous, Oasis et Sextant, sachant que… Alors, on va commencer. Alors, Oasis, avec toi, Eric Lhomme, donc toi, tu es directeur associé d'Oasis Consultant et en charge de toute l'activité RH au niveau d'Oasis Company. Et donc, c'est intéressant d'avoir votre éclairage entre toi et Isabelle, parce que vous appréhendez chacun un pan du dialogue social, notamment en la matière de classification, et comment vous intervenez, et quelle est votre position et votre motivation à intervenir ce matin en parrainant cette rencontre. À toi, Eric. D'accord. Merci, Rodolphe. Bonjour à tous. Alors, oui, pour caractériser la position d'un cabinet dans des sujets comme ceux qu'on va aborder ce matin, on pourrait dire que nous, on a un rôle à la fois pour nos clients d'organisateurs autour du projet, d'experts techniques, bien entendu, et de conseils sur le fond. Et en même temps, on est aussi un médiateur. Alors, je vais essayer de réexpliquer ces trois rôles, si tu veux bien. Organisateur, c'est parce que ces projets de classification sont toujours des projets complexes. Il y a au moins, on va dire, 4 ou 5 chantiers qu'il va falloir mener de bout en bout. Le premier, souvent, et on le voit, et là, dans le cas présent, par rapport à la refonte de la convention collective de la métallurgie et les évolutions qui sont proposées, il y a la question de la cartographie de l'emploi. Il faut remettre à plat l'emploi, souvent. Il a été décrit à un moment donné, hiérarchisé à un moment donné, il a évolué, donc il faut retravailler cela. Et on voit que ce n'est pas toujours le plus simple.
Ensuite, le deuxième chantier, c'est qu'il faut le hiérarchiser, hein, il faut créer une vision, on va dire, des différents niveaux de valeur d'emploi et leur rattachement, on va dire, aux coefficients de convention collective ou aux éléments qui sont proposés par la convention. Après, on va être toujours dans la technique, il va falloir on va dire, revoir souvent les grilles de salaire. Hein. On a des remises à niveau à faire. Et puis, tout ce qui va concerner, on va dire, la question de la reconnaissance des personnels quand elles progressent justement en compétences, en performance et dans ces grilles de salaire. Et puis, il y a un chantier qui n'est pas neutre, c'est celui du repositionnement des personnels dans la nouvelle convention, dans la classification qui en est. Donc, on voit bien qu'on a, nous, ces rôles-là. Alors, organisateur, parce qu'il va falloir planifier tout ça. Technique, il va falloir mettre des méthodologies en place. Et médiateur, parce qu'on est à double niveau de médiation, j'ai envie de dire. D'un côté, souvent, les entreprises nous font avoir ce rôle d'expert technique dans les phases de concertation qu'elles ont avec leurs partenaires sociaux. Donc souvent, on n'est pas partie prenante des négociations, mais de toute la phase amont, avec toutes les réunions qui peuvent avoir lieu pour présenter, je dirais, sur les différents chantiers que j'ai cités, les résultats, les orientations que l'entreprise imagine de prendre. Et donc là, je dis médiation parce qu'il y a forcément un rôle qui va être de faire de la pédagogie réciproque pour arriver à un système qui tient la route et qui soit accepté par tous. Mais il y a aussi une médiation interne, intra-entreprise, parce que les problèmes, définir l'emploi, par exemple, on s'aperçoit que c'est jamais neutre. Hein. Il y a à la fois certains managers qui vont pousser à décrire des emplois d'une certaine façon, qui vont chercher à valoriser davantage que d'autres leur métier. Donc, on a aussi vu du côté entreprise un rôle de trouver des compromis, on va dire, utiles pour arriver à avoir une vision de l'emploi, par exemple, et une vision de sa valeur totalement partagée de ce côté-là, avant et après, ensuite, de travailler à donner des explications pour que la concertation s'opère sur des bases les plus saines. Donc, c'est pour ça qu'on a ces rôles un peu multiples dans ces chantiers et qui en font, pour nous, tout l'intérêt et en même temps qui font aussi leur complexité, quoi. Oui, parce que tu m'expliquais qu'en fait, ça peut avoir une approche très rationnelle, en fait, une classification très, très carrée, etc. Mais en fait, tu m'expliquais, et c'est là votre rôle un peu de régulateur, de médiateur, il y a aussi, derrière ça, en fait, il y a beaucoup de perceptions et qu'il faut Bien sûr. appréhender et réguler, etc. C'est ça le sujet. Hein. Bien sûr, si on regarde en surface, on dit, bon, on décrit des emplois, on code des emplois, etc. Tout ça avec des grilles, avec des systèmes de pesée à points. Enfin, tout ça paraît effectivement, comme tu le dis, très rationnel, mais il n'empêche que c'est toujours un construit humain au final. Hein. Donc, la représentation de l'emploi, où on met la polyvalence, comment on fait le découpage, etc. Tout ça, c'est des principes qu'il faut bien avoir en tête. On est obligé d'intégrer aussi des contraintes simple. On a un besoin de production qui suppose par exemple une certaine flexibilité, donc des ouvertures dans la façon de décrire l'emploi, et puis on a un système RH qui lui suppose de stabiliser des choses. Donc il faut déjà trouver, rien que sur le plan technique, un compromis entre l'entreprise, le besoin de l'atelier, j'ai envie de dire, et puis le besoin du système RH après. Hein. Ça, c'est déjà un premier point. Et puis après, dans la vision effectivement des managers sur qu'est-ce que c'est la valeur d'un emploi, qu'est-ce qui fait sa complexité, il y a aussi des débats à avoir en interne pour qu'on arrive à quelque chose qui tienne la route. Et ensuite, il y a aussi ce débat entre la représentation que peuvent avoir les partenaires sociaux de la valeur des emplois et puis celle de l'entreprise. Donc, on voit bien que c'est effectivement des sujets qu'on peut articuler. Je ne t'entends plus, Rodolphe. On est d'accord que vous, votre approche, enfin, vous la Isabelle qui va nous rejoindre le confirmera, vous inscrivez plutôt dans votre approche, on est d'accord, dans une approche d'anticipation et donc d'accord de méthode. Hein, c'est le moment de le faire, d'enclencher les choses. À moins de 2 ans de l'échéance, l'obligation au moment où la déclinaison s'imposera. Dans quelle mesure, OK, on va négocier un accord de méthode, mais derrière ça, pour toi, est-ce que la négociation, c'est quoi derrière? C'est de la négociation ou de la concertation? Ça ressemble à quoi derrière? Ça, je pense que dans le cas présent, par rapport au chantier métallurgie, effectivement, s'y prendre 2 ans avant, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Hein. On a déjà, nous, quelques clients qui nous ont posé ces questions et effectivement, on voit qu'il y a quand même, au-delà de tous les chantiers que j'exprimais, il y a des changements un peu notables selon, en plus, les pratiques qu'on pouvait avoir avant, qui sont nécessaires de faire avancer progressivement. Et donc, le temps peut aider. Hein. Notamment, par exemple, pour la branche sidérurgique, je ne sais pas s'il y a des représentants présents ici, hein, qui avaient un dispositif très centré sur les compétences, et là, qui vont devoir revenir à un dispositif centré sur l'emploi, donc ce qui est quand même un changement assez fort dans la façon d'aborder les choses.
Donc oui, 2 ans, c'est la bonne approche. Alors, accord de méthode, c'est mieux pour encadrer cette période, hein, mais moi, ma pratique, ça me fait dire que les 2 approches sont possibles. Il y a des entreprises qui, selon on va dire la qualité de leur dialogue social, peuvent avancer sans forcément encadrer les choses, hein. Et puis ensuite, comme l'outil classification reste un outil managérial, parfois on n'a pas de négociation réelle, parce que s'il n'y a pas de modification sur les aspects salariaux notamment, ça devient qu'une articulation technique. Alors dans le cas présent et par rapport aux ruptures que veut qu'opère le changement de convention, enfin des éléments de la convention, il y a sûrement peut-être une nécessité de déboucher sur un accord. Donc en tout cas, s'il y a accord avant, il y a concertation, c'est-à-dire qu'il y a une série d'étapes techniques dans lesquelles partenaires sociaux et entreprises se retrouvent pour soit partager les enjeux, partager les outils techniques qui vont être mis en œuvre et les résultats. Et il y a souvent, pour moi, ce que j'ai toujours vécu et ce que moi je préconise, c'est ces phases amont qui sont très utiles pour, on va dire, justement avoir une compréhension de ce qui se passe et de comment on arrive à trouver un système technique qui fonctionne bien par rapport aux enjeux de la Convention qui est posé, avec des rencontres périodiques en amont, à chaque jalon clé du projet, pour qu'il y ait des débats constructifs et une orientation ou des réorientations en fonction des choses qui peuvent s'opérer. L'accord, s'il a lieu, il a lieu après, dans une phase classique. Alors bon, généralement, nous, on n'est plus là, hein. Le rôle du consultant, ça s'arrête, on n'intervient pas dans les négociations, on est toujours en amont. On peut participer à ces concertations parce qu'on est un rôle, comme je disais, d'expert technique qui va donner à voir ce qui se passe et donner des éléments de compréhension. Ensuite, il y a forcément le débat interne, entreprise, partenaires sociaux, qui doit s'opérer sans nous. Alors, il y a déjà des questions dans la salle. Excusez-moi, enfin, vous êtes nombreux dans la salle, donc n'hésitez pas à poser vos questions, à interagir. On prendra le temps qu'il faut pour y répondre et de prendre au maximum en compte ce que vous allez faire remonter sur vos pratiques, où vous en êtes, ce qui se passe, les freins, les opportunités. N'hésitez surtout pas, soit dans la partie chat ou soit dans la partie questions, les deux sont possibles. Je note des ordres des idées, alors c'est un peu… des personnes qui notent le fait que, effectivement, il n'y a que Isabelle, il n'y a qu'une femme sur le plateau, et bon, je suis le premier à le constater, hein, voilà, c'est la réalité. Voilà. Donc, on s'efforce de faire voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est le constat. Effectivement, je peux que le constater avec vous, le partager avec vous, et le regretter, accessoirement. Entendu. Isabelle, bonjour. à toi la parole. Bonjour. Donc, toi, tu représentes donc le cabinet Sextant Expertise. Tu es en charge de toute la partie RH et également conditions de travail au niveau du cabinet. Absolument. Et donc, comment tu circonscris par rapport à, enfin pas par rapport, les modalités de votre intervention dans le champ de ce qui se passe sur la déclinaison de la classification? Oui, alors pour représenter un peu Sextant, on est un cabinet d'expertise pour les CSE, donc aussi bien sur les aspects économiques, sociaux que conditions de travail. Et donc, on accompagne nos clients, les CSE, sur différents sujets, les sujets récurrents que sont la politique sociale, la situation économique et financière et les orientations stratégiques. J'y reviendrai après parce que c'est des sujets sur lesquels on va pouvoir également aborder cette question de la classification, parce qu'il y a des connexions multiples avec toute la gestion de l'entreprise. On intervient aussi en appui à la négociation, suivant les cas, ça va être aussi une occasion d'intervenir. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette nouvelle classification, je vois que Philippe Denimal est dans la salle, je le salue pour cet énorme boulot auquel il a participé très activement. Et je renvoie à l'article très intéressant qu'il a écrit sur le sujet, vient reposer un peu toutes les bases de comment on appréhende l'emploi et les emplois divers et variés de la branche. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux, et cette classification, elle vise aussi à établir un peu un positionnement des emplois les uns par rapport aux autres, sans passer par une grille qui serait trop verrouillée via des emplois repères définis en amont. Donc, c'est une démarche qui est intéressante et qui vient percuter un peu ce qui se passe dans beaucoup de grandes entreprises qui ont leur propre classification interne qui est établie sur ce type de réflexion.
Donc, ça va être très intéressant et très structurant pour chacune des entreprises de passer par cette nouvelle classification, avec un petit rappel au passage qui est que les partenaires sociaux se sont entendus pour qu'il n'y ait pas de transposition pure et simple, et donc une réflexion menée à la maille des emplois qui sont réellement exercés dans chacune des entreprises. Donc potentiellement un énorme travail. Et on disait il y a 2 ans pour se mettre en ligne, il y a même plus 2 ans, et 2 ans suivant la taille de l'entreprise, ça peut être très court en fait, parce que si on doit passer en revue du sol au plafond toute la ligne managériale, est très important de bien commencer par cette ligne managériale, parce que les managers vont être partie prenante au débat, et si eux-mêmes ne savent pas comment ils sont positionnés dans ce nouveau mode de classification, ça va être très compliqué pour eux de se l'approprier et de le faire en cohérence vis-à-vis de leurs équipes. Donc un énorme travail et une grande importance de bien impliquer toutes les parties prenantes, du salarié au management et surtout les partenaires sociaux, pour qu'il y ait une pédagogie et une compréhension et des enjeux et des modalités. Et à ce titre, en fait, la convention collective, elle prévoit une information et consultation du CSE sur la manière dont ça va se passer. Donc pour moi, c'est primordial de mettre le sujet sur la table dès que possible pour savoir comment l'entreprise envisage les choses et quel modus operandi elle envisage pour que les différents interlocuteurs puissent s'impliquer ni trop tôt ni trop tard. Parce que pour moi, le grand risque, c'est que le sujet arrive devant le CSE une fois que tout a été fait, sans qu'il y ait eu de concertation. Et si on est en décembre 2023, ça ne laisse plus tellement de marge de manœuvre pour que les choses se passent correctement, et en tout cas que chacun puisse s'approprier ce qui aura été fait. D'autant, et je vais m'arrêter là pour que tu puisses reprendre la main, Rodolphe, si tu le souhaites, d'autant que dans la convention collective, il n'est pas prévu de clause de revoyure autre que le fait pour un salarié de demander des explications sur la manière dont il a été positionné. Il n'y a pas de commission paritaire prévue, il n'y a pas de choses comme ça, et ça passe par la négociation, de pouvoir prévoir la revoyure s'il y avait des difficultés et des besoins de remise en cohérence, parce que suivant la taille des entreprises également, on risque d'avoir des problèmes de cohérence sur des postes ou des emplois qui sont proches, suivant le moment où on aura fait les cotations. Et ça, dans le petit guide qui a été fait, qui est très intéressant par la branche, effectivement, il faut penser au travail de remise en cohérence au fur et à mesure du process. Merci Isabelle. 2 petits points en rebond. C'est comment tu vois, comme Eric le disait, la notion de perception, il y avait quand même un caractère, il y avait beaucoup d'affect derrière potentiellement cette notion de classification. Comment toi tu vois du côté le besoin peut-être aussi de prévoir un accompagnement sur la prévention des risques de RPS? Et ça m'amène à la question aussi de votre rôle potentiellement à placer sur le suivi, l'évaluation de ce que ça donne, la déclinaison de ça. Alors, en fait, effectivement, suivant la manière dont les choses vont être faites, il peut y avoir une nécessité de penser à un volet de prévention des RPS, parce qu'il va y avoir des cas où des salariés avaient une classification qui reflétait un historique, mais qui ne correspond pas forcément au positionnement qu'ils auront suite à la pesée de leur poste. Donc pour ces salariés-là, il peut y avoir une sensation de déclassement et donc un risque psychosocial à prendre en compte. À l'inverse, il y aura probablement aussi des situations inverses, mais c'est moins problématique. Et en fait, plus globalement, il y a différents enjeux qui vont se faire jour. Il va y avoir des enjeux sur ce qu'on entend par une promotion, et donc quel va être le processus de promotion, comment est-ce qu'il va être intégré ou pas, est-ce que ça va toucher à l'évaluation ou pas. C'est des questions qui sont indirectes, mais qui risquent de se poser.
Et donc, au-delà de ça, il y a la prévention de risques psychosociaux qu'on retrouve maintenant dans tous les projets qui touchent à la structure des entreprises. Maintenant, pour beaucoup de consultations où on touche à la structure de l'entreprise, il y a la possibilité de nommer un expert sur un projet important. Je ne pense pas que ce sera le cas pour toutes les entreprises, loin de là, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises où ça ne va pas forcément rebattre foncièrement les cartes. Mais dans certains cas, et il faudra l'étudier au cas par cas, l'accompagnement de l'information consultation pourrait passer par la case du projet important. Et donc, si les équipes ont la sensation qu'il y a des risques de perturbations importantes dans l'entreprise, ça s'étudie et ça se prépare, mais il faut bien le préparer en avance de phase. Plus globalement, l'accompagnement de l'expert, il peut se faire soit en amont. Alors, il y a déjà... depuis l'année dernière, on travaille avec nos clients sur un peu un diagnostic de la situation. Et cette année, on pourra y aller plus finement parce que maintenant, on a la grille définitive qui va servir à la pesée de poste. Donc, on va pouvoir, dans la mission sur la politique sociale, faire un pré-diagnostic, en gros, de savoir comment sont positionnées les équipes. Est-ce qu'il y a des questions vis-à-vis des minima actuels et des futurs minima de salaire? Est-ce que les dispositifs de prévention des risques sont d'ores et déjà prêts pour ce petit Big Bang? Voilà, donc par la politique sociale, on peut déjà poser quelques bases. Et puis après, s'il y a un accord de branche, on peut tout à fait prévoir que l'expert accompagne les partenaires, les délégués syndicaux dans la négociation. Et puis après, il y aura lors de la mise en œuvre et après, on pourra à nouveau réintervenir pour voir comment ça s'est passé et quels ont été les effets et éventuellement faire des propositions d'aménagement. Entendu. Alors, je précise un dernier point. La question des salaires, elle est quand même bordée parce qu'il n'y aura pas de baisse de salaire en cas de dépositionnement, on va dire. Le salarié conservera son salaire. Après, c'est l'espérance d'évolution salariale qui sera sans doute impactée. Voilà. Je repasse la parole. Merci Isabelle. Parole donc à Stéphane. Alors, excuse-moi pour l'orthographe de ton nom, Stéphane. Donc, c'est bien Stéphane Destug. C'est pas voilà. Donc, merci à toi. Tu as réussi à te connecter. C'est parfait. Et donc, avec Gabriel, tous les deux, donc vous représentez respectivement là, c'est les fédérations CFDT et CFE, signataires avec FO, 3 signataires de cette convention. Et donc, l'idée avec vous, c'est de voir, après avoir entendu Eric et Isabelle, c'est de voir avec vous comment vous, en tant qu'OS signataire, de quoi on parle quand on parle de classification, entre les classifications des emplois, les évaluations, les salaires dont a parlé, l'évaluation des gens, des personnes, les salaires dont vient de parler Isabelle, de quoi on parle et comme l'exercice pédagogique que vous avez eu à faire, que vous avez mené, et vous n'avez pas attendu aujourd'hui pour vous y préparer, et donc comment vous avez préparé vos équipes pour appréhender au mieux ce qui va arriver en termes de négo, de concertation pour embarquer un maximum de monde. Stéphane, à toi la parole, en sachant que ça fait ça fait 3 ans que vous vous préparez là-dessus et vous avez 40 formateurs en interne qui sont formés et qui sont prêts à partir. Stéphane. Merci à tous, bonjour à toutes et à tous. J'ai vu les doigts de Gabriel qui s'énervait. Ouais, ça fait un peu plus de 3 ans, on y a passé presque 6 ans, effectivement. Et les classifications, c'était un des premiers sujets qui a été négocié. Donc, la négociation s'est terminée, on va dire, en 2017 sur ce sujet. Et même si derrière, on a continué à travailler, notamment par un groupe technique paritaire pour pouvoir se mettre d'accord sur le déploiement, sur le guide pédagogique. Donc, c'est des sujets qui nous animent depuis un moment. Pour nous, à la CFDT, il nous semble que c'est le sujet principal de la nouvelle convention, au moins celui qui va demander le plus d'appropriation, le plus de travail. Alors, la classification, déjà, comme son nom le dit, c'est le classement des emplois, c'est une hiérarchisation des emplois les uns par rapport aux autres, mais on parle vraiment des emplois. On ne vient pas classer la façon dont le salarié occupe son emploi.
Ça, c'est de l'entretien professionnel qui va décider de ce qu'on fait. La classification, ça donne un coefficient pour un emploi donné, quelle que soit la façon dont on le tient, et donc ça permet de se repérer dans l'entreprise. J'ai vu une question, est-ce qu'on peut avoir une cotation d'un emploi, d'un même métier? Du coup, dessinateur industriel, c'est un métier. L'emploi, c'est vraiment le périmètre que vous allez avoir dans votre entreprise. Donc, si on oppose quelque part métier à emploi, un dessinateur industriel dans l'entreprise X peut avoir un classement 10, 12, 10, 11, 12. Un dessinateur industriel dans l'entreprise Y n'aura pas forcément le même classement. Alors, ça ne sera pas forcément très éloigné, mais ça peut être différent. Autre chose à dire sur la classification, si votre emploi reste le même toute votre vie, ce qui n'arrive jamais, mais si vous rentrez, je vais dire, opérateur de fabrication dans l'entreprise X et qu'on vous scotche sur votre siège d'opérateur de fabrication toute votre vie, que vous fassiez toujours le même emploi, mais normalement, le classement, malheureusement, il n'évolue pas. Alors, notre théorie, c'est que, bien évidemment, avec votre expérience, avec votre technicité, on va vous donner d'autres fonctions, d'autres tâches à accomplir qui vont obligatoirement augmenter le périmètre de votre emploi, donc votre coefficient devra évoluer. Après, comment on s'y prépare Comment on s'y prépare actuellement, on est dans une phase où on est rentré dans une infoconsulte, puisque c'est ce qui était prévu dans la convention collective. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est effectivement qu'il y ait des accords de méthode pour pouvoir permettre un déploiement qui se fasse le mieux possible, un déploiement sur lequel les salariés sont associés. Alors, on l'a dit, vous l'avez dit, je l'ai entendu, le salarié, dans la convention collective, ce qui est prévu, c'est qu'on présente au salarié sa fiche d'emploi avant cotation, bien évidemment, sa fiche d'emploi une fois qu'elle est écrite, et c'est à ce moment-là qu'il a la possibilité de faire des remarques. Nous, on dit que c'est un peu dommage de faire des remarques sur un travail qui est déjà fait, autant l'associer un peu plus en amont, qu'il partage déjà. Alors, il y a des entreprises qui font ça, il y a des entreprises qui le prévoient. On a vu passer un certain nombre d'accords de méthode intéressants sur le sujet. D'autres ne le prévoient pas, d'autres ne prévoient qu'une commission paritaire pour arbitrer. Tu peux nous dire un peu d'où ça se passe, les accords de méthode? Alors, je laisserai Dominique chez Bosch Okay. en parler du sien, mais Ouais. Ce matin, j'étais en train de lire, c'était lequel? J'ai un trou de mémoire. Attendez, je vais vous le Excuse-moi, retrouver. J'ai vu passer les accords de méthode chez MBDA, chez Schneider, chez Framatome. Donc, ils ne le prévoient pas tous. Nous, on préconise qu'il y ait des groupes de travail dans lesquels un panel de salariés de l'emploi donné puisse être là pour en discuter. J'aime bien les approches de nos collègues des cabinets, mais le travail se fera vraiment au plus près du terrain. Qui de mieux que le salarié et son hiérarchique pour décrire l'emploi réel? Et dans toutes les entreprises, il faut vraiment qu'on passe du travail prescrit au travail réel. C'était déjà prévu dans l'accord de 75, alors on s'en est largement éloigné, il faut qu'on y revienne, mais là c'est vraiment l'occasion dans les entreprises de reparler de l'emploi réel, et donc il faut qu'on travaille sur ça. Nous, c'est ce qu'on prépare les salariés. Donc dans notre formation, on dit, attention, les salariés vont forcément être partie prenante, et donc il faut qu'on puisse les aider à parler de leur travail réel. Si on a une bonne description d'emploi, on n'est pas inquiet sur la cotation. On se le dit clairement. On a fait, on va dire, des exercices où les organisations syndicales de salariés et les organisations syndicales de patronales ont fait la cotation. Quand la fiche d'emploi est bien écrite, on arrive très vite à se mettre d'accord sur la cotation. Donc, mais vraiment, ça passe par la fiche d'emploi. Après, notre difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est parler de classification parce que les salariés, ils n'y sont pas forcément
ils ne connaissent pas forcément le système actuel, donc ils se posent des questions avec le système futur. Et aujourd'hui, ce qui les intéresse plus, Isabelle le disait tout à l'heure, c'est est-ce qu'ils vont perdre ou pas de l'argent? Est-ce qu'ils vont avoir un nouveau coefficient? Ils s'en fichent un peu, c'est est-ce qu'ils vont perdre ou pas de l'argent? Donc on les rassure, ils ne perdront pas l'argent, mais la classification, c'est quand même important. Après, pour essayer de faire vite et donner le plus de temps à la parole, nous, comment on s'y prépare? Donc, aujourd'hui, on préconise des accords de méthode plutôt dans les grandes entreprises. On préconise donc un endroit où les salariés vont pouvoir s'exprimer, des commissions paritaires où il va pouvoir y avoir les arbitrages. Si elles ne se font pas là, elles se feront en CSE. Les arbitrages se feront en CSE et 500 salariés dans une entreprise, 500 fiches d'emploi ou 500 cotations qui arrivent devant le CSE, ça peut faire un peu long le CSE. Je pense qu'on a d'autres choses à se dire. Donc, il vaut mieux prévoir des commissions où on peut parler de ça. Tu le disais, Rodolphe, nous, à la fédération, on a créé un module sur les classifications qui rappelle ce qu'elles sont actuellement, ce qu'elles doivent être dans le futur, comment on doit écrire une fiche d'emploi, comment on fait de la cotation. Ça fait 3 ans qu'on le déploie. Au début, c'était que la fédération. Actuellement, on a 40 formateurs territoriaux. On a plus de 100 formations qui sont programmées pour nos adhérents, militants adhérents. Donc, ça marche terrible. On est content. On a prévu une autre appropriation pour former de nouveaux formateurs fin mai pour avoir un panel de le décliner sur l'ensemble du territoire. Stéphane, petit rebond, dans quelle mesure, je poserai la même question à Gabriel, mais dans quelle mesure, rapidement là-dessus, mais dans quelle mesure pour vous c'est un levier de développement syndical, d'aller au contact avec les salariés, cette approche participative avec les… Le contact aux salariés est typiquement ce qui va permettre le développement syndical. Après, comment on fait, c'est si on aide les salariés à bien construire leur fiche d'emploi, si on est là pour leur expliquer éventuellement dans leur cotation ce qui peut être juste ou pas juste, si on est là pour les accompagner, ça fera effectivement d'aller au contact, ça permettra le développement. Alors, ce nouveau système demande de grosses explications et donc il permet aussi aux partenaires sociaux de se montrer sur la scène, d'aller expliquer ça, d'être dans l'accompagnement et donc de montrer tout l'intérêt des organisations syndicales dans la mise en place d'un système très structurant dans les entreprises. Stéphane, dernière petite question. Quand on préparait, tu me parlais d'un point de vigilance que tu avais, et Isabelle en a parlé aussi. C'est le risque potentiellement de voir plutôt dans les grosses entreprises, le risque de transposition, alors que vous avez clairement bordé. Enfin, potentiellement, c'est le risque identifié. Il ne faut pas aller là-dessus. Il faut vraiment le border, ça. Oui, alors pas que dans les grosses, malheureusement, Ouais. dans les petites comme dans les grosses. L'inquiétude qu'on a, c'est que les entreprises regardent la classification que sur le prisme du salaire. Et donc de se dire, aujourd'hui, j'ai un salarié qui est au niveau 4,1, c'est le coefficient 255. Mon mini de branche, c'est 23 000 euros. Je regarde dans la nouvelle grille de salaire, c'est quoi le mini qui correspond à 23 000? C'est le coef 4, je le mets au coef 4. Donc ça, c'est pas entendable. C'est vraiment l'idée. Et pour contrer ça, la solution, c'est dans tous les cas que de demander aux entreprises de donner le détail de la classification. Donc, comment vous avez obtenu le coef 4? Le coef 4, c'est 19 points. Comment vous avez obtenu les 19 points dans les 6 critères? Parce que c'est bien critère par critère. Notre grille de classification, les critères sont assez fermes pour permettre justement de pouvoir avoir l'explication adéquate et pouvoir la contester au besoin. Donc c'est vraiment par le moyen, donc il ne faut vraiment pas louper l'étape de la rédaction de la fiche d'emploi, de travailler sur l'emploi réel et derrière de demander le détail de la classification qui permettra de ne pas faire la transposition. Merci Stéphane. Tu auras l'occasion de reprendre la parole quand tu veux, après, quand on aura… et là, j'ai fait une bêtise, j'ai sorti Stéphane. Mince.
Je vais le réinviter rapidement. Excuse-moi Stéphane. Gabriel, à toi la parole. Donc Gabriel, donc, tu es président de la CFE-CGC Métallurgie. Et donc, vous avez développé un MOOC pour participer à l'appropriation des délégués syndicaux. Et ce MOOC c'est la formation, on va dire, technique, dont parlait Eric, hein, le socle technique, la compréhension de bien savoir de quoi on parle. Et pour toi, au niveau de la fédération, c'était le préalable indispensable avant de faire une formation, on va dire, plus politique, en présentiel, avec les DSC, avec les militants, pour un peu l'ingénierie que ça sous-entend. C'est 2 étapes pour toi essentielles de dissocier la technique et la compréhension factuelle du truc, et ça prend ensuite l'ingénierie que ça sous-entend. À toi, Gabriel. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, il y a un peu d'écho, je suis désolé. Je ne sais pas comment supprimer. Il faut comprendre la volumétrie avant de comprendre la stratégie des organisations syndicales dans la branche. Alors, la volumétrie, c'est 42 000 entreprises qui constituent la branche de la métallurgie. 90% font moins de 50 salariés. C'est donc réparti sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est une branche qui a une emprise territoriale historique. Et d'ailleurs, les organisations syndicales sont organisées par bassin d'emploi au département éventuellement. Alors, comment toucher l'ensemble de nos militants ? Moi, je vais vous donner 2 chiffres. On a à peu près 330 délégués syndicaux centraux et puis on a à peu près 2500-2600 délégués syndicaux. De toutes les façons, tous ces collègues-là vont ou sont déjà formés. Alors, comment faire ? Donc, je me suis posé la question très tôt en ce qui me concerne, puisque j'étais dès l'origine de la négociation. Et en 2018-2019, il se trouve que dans un forum de miroir social, je ne sais pas si tu t'en souviens, Rodolphe, je rencontre 2 personnes, Anne-Cécile Géoffroy et d'Assavoir Égal, avec sa collègue, qui me disent tiens, on se lance dans l'écriture et la mise en forme de MOOC. Et je dis tiens, ça tombe bien, on se pose la question parce qu'on a un problème de volume. Qu'est-ce que ça peut faire ? De cette rencontre naît une collaboration qui a abouti à, maintenant on appelle ça même un COOC, c'est plus un MOOC, c'est devient corporate, donc c'est un COOC. Alors je signale au passage qu'on a concouru au trophée RH d'e-learning et il se trouve qu'on a reçu un petit trophée coup de cœur de la part du jury, et on en est assez fiers. Et ça consiste en quoi ? Ça consiste à un couple formation, appropriation du sujet sur le fond, avant de passer en présentiel en 2 jours pour là délivrer les messages politiques, et notamment pousser à ce qu'il y ait des accords de méthode, comment on s'y prend, c'est quoi un accord de méthode, comment on le constitue, etc. Et donc, effectivement, on a pris cette stratégie très tôt parce que j'ai senti très clairement que nous n'avions pas l'organisation, nous n'étions pas suffisamment bien créés pour pouvoir assurer dans un temps aussi court une formation sur un sujet aussi structurant, aussi complexe. Je rappelle qu'il n'y a plus personne qui est en emploi qui ne s'est témoigné de ce qui s'est passé il y a 45 ans en arrière, par définition. Et donc, voilà, alors ce MOOC a un grand succès, puisqu'on a à peu près 1000 personnes qui l'ont maintenant fini. Donc, il faut à peu près 3 heures pour le faire. Il est fait de petites vidéos, de quiz, de petits jeux, de rappel des notions de base, etc. Et il est un préalable à la formation en présentiel. Et la formation en présentiel vient compléter sur le sujet de la classification ce que nous entendons devoir défendre et pousser dans les négociations ou dans la mise en place de cette nouvelle disposition de branche. Et évidemment, il doit en témoigner un fort succès, et tous ceux qui l'ont fait, puisqu'il est en opération depuis septembre 2021 maintenant, nous disent bravo, à tel point d'ailleurs que on en reconstruit 2 autres. L'un qui va être délivré bientôt en production sur la protection sociale, puisque la protection sociale est un des volets qui va rentrer en œuvre au 1er janvier 2023. Donc, et c'est un sujet assez technique. Alors, tout le monde ne le maîtrisera pas, celui-là, mais
on veut pouvoir, là aussi, pour accompagner nos militants, avoir un cook un peu structurant qui rappelle les notions de base, et puis on le fera aussi sur le temps de travail. Voilà, donc à disposition pour les militants, un outil essentiel sur la classification, plus 2 autres qui viennent compléter le dispositif pour toucher le plus possible la masse. On vise de former 3000 personnes d'ici la mi-année 2023 même. Donc ça va très très vite. Évidemment, la fédération n'avait pas les moyens de le faire toute seule. Donc on est passé avec des prestataires, des partenariats pour le déploiement de ces formations. Et aujourd'hui, ça se met en œuvre. Alors, qu'est-ce que l'on délivre sur le cook? On fait du prosélytisme de la lettre. On ne fait pas de prosélytisme CFE-CGC sur le cook. On fait du prosélytisme de la lettre, de l'esprit de l'accord, de la nouvelle convention. C'est quoi un emploi? Comment on le décrit? C'est quoi la grille, etc. On met tout ça en place dans les têtes, pour que ceux qui arrivent en présentiel savent de quoi nous parlons. Et dans le complément que nous faisons en présentiel, évidemment, là, on fait des cotations sur des fiches de poste réelles, sur des fiches d'emploi réelles, et on montre ce qui est bien fait, ce qui peut être mal fait, et puis comment il faut appréhender les choses avec l'employeur. Alors, on disait tout à l'heure, pas de transposition. Je fais une moue parce que je dis oui, ça c'est en principe. Beaucoup d'employeurs donc commencent à se dire que les délais sont très courts, très très courts. Je redis à Isabelle que quand je parlais de ça il y a 3 ou 4 ans en arrière, on me regardait avec un air un peu circonspect. Aujourd'hui, il y a 2 types d'employeurs que j'en vois toutes les semaines, grands groupes et ETI. Certains disent on va aller vers un accord. Alors nous, on n'emploie plus méthode parce que ça fait un peu peur à certains. Donc on dit un accord de déploiement, ce qui revient au même. C'est comment on s'y prend pour. Et d'autres disent ça relève du domaine régalien, ça, de l'employeur. Donc non, ça doit rester absolument de la stricte compétence des employeurs. Là, on répond c'est dommage. Vous risquez de vous tromper parce que on se retrouvera en CSE ou en CSEC de toutes les façons pour des présentations et des avis. Et quelquefois, ce que je note dans ceux qui nous tiennent ces discours, c'est qu'en fait, ils se font un peu peur par les délais. Ayant été un peu autiste, je suis un peu critique, ayant été un peu autiste, notamment en 2021, ils se rendent compte d'un coup que, surtout dans des grands groupes, que les délais sont extrêmement courts. Et évidemment, le risque, c'est d'être tenté par la transposition. Mes emplois se répartissent suivant une courbe de Gauss, c'est assez mathématique. On appelle ça richesse hiérarchique, on l'appelle comme on veut. Et puis, écoutez, vous savez quoi, on va se débrouiller de faire en sorte qu'on avait X niveaux, on va les répartir dans X niveaux à due proportion de ce que nous avions ici ou là. Et d'ailleurs, on va demander aux employeurs comment se répartissent. On ne les a pas toujours dans les BDES ou autres, comment se répartissent ces niveaux actuels pour voir justement s'il n'y a pas cette tentation de faire une espèce d'équirépartition sur une nouvelle grille. Or, Stéphane l'a pointé tout à l'heure, non, on parle bien des emplois à décrire. Et en fait, il faut revenir à l'essence de ce qu'est une classification. Beaucoup d'employeurs, d'ailleurs, ont joyeusement, enfin, on y a tous participé, mais mélangé compétences et emplois, au point qu'on a des systèmes hybrides aujourd'hui auxquels plus personne ne comprend grand-chose. Et évidemment, quand vous êtes un employeur, je ne cite pas de nom, mais je pourrais, vous dites, vous savez quoi, j'ai une banque de job code établie et donc je vais partir de là et recommencer et qu'on se penche sur de quoi elle est constituée. Mais non, on parle des compétences, on ne parle pas des emplois. On dit, ça ne le fait pas. Et quand un employeur me dit, écoutez, non, ça relève de notre compétence, on va faire en sorte que, je leur dis, c'est vous qui voyez, mais si jamais c'est mal appréhendé, ne comptez pas sur nous pour accompagner. On n'a aucun état d'âme à dire, c'est pas parce que nous avons signé la convention au niveau national que forcément on va vous accompagner si c'est déployé n'importe comment. C'est assez clair. Et donc, le juge de paix, ce sera après en CSE et CSEC. À vous de voir. Et évidemment, c'est très impactant. Pourquoi ?
j'ai toujours employé une expression auprès de mes collègues depuis 5 ans, ils la connaissent. Je leur disais, mais le jour où la pulpe va décoller du fond, ça va décoller d'un coup tout seul. On y est. Les bulles recommencent à monter à la surface. Pourquoi? Parce que les salariés savent que ça les touche très directement. La classification, c'est déterminant. Donc, évidemment, on avait vraiment besoin de faire prendre conscience à tout le monde que ça constitue la colonne vertébrale, notamment des accords d'entreprise, et que donc il fallait se réapproprier tout ça. Tu nous demandais tout à l'heure, est-ce que c'est un levier de développement? Ben oui, bien sûr. C'est même le levier de développement. Je redis chaque fois que là aussi toutes les semaines, hein, je rencontre des collègues dans des assemblées, je leur dis, si les salariés de la branche de votre entreprise ne savent pas à quoi sert une organisation syndicale, voilà, c'est une chance dans votre vie, c'est celle-là. Vous allez pouvoir leur démontrer que les organisations syndicales, elles ont fait leur travail au niveau de la branche, tel que la loi l'y autorise. Et vous accompagnez, vous déployez dans les entreprises, et voilà à quoi vous servez. Et évidemment, on décrit toutes les possibilités d'intervenir à tout moment de ce déploiement. Et évidemment que c'est un levier de développement. Et je dis même que l'inverse est vrai également. C'est-à-dire que ceux qui voudront y aller à reculons, ou ceux qui ne s'en préoccuperont pas, risquent de se réveiller, peut-être avec des employeurs, voilà, et ça risque d'être très difficile. Pourquoi? Parce que si je suis adhérent à une organisation syndicale, je vais venir trouver mon délégué de base, je vais lui dire explique-moi. Il vaut mieux que ce délégué sache expliquer. Et puis évidemment, on peut imaginer qu'un sympathisant et un salarié puissent faire de même. Quand on demande à nos anciens comment ça s'est passé à l'époque, et ils nous répondaient, moi ça m'a toujours frappé, en 72, en 75, il y avait la queue devant les sections syndicales. Hein. Gabriel, merci. Et sur les points de vigilance, tu as parlé, comme tu as rebondi sur ce que disaient Stéphane et Isabelle sur les transpositions, le risque du contentieux individuel, il est clairement appréhendé. C'est un salarié qui se retrouve sans sa fiche emploi qu'on lui doit. Oui, la transparence est due aux salariés. C'est l'article 63-65, je crois, de la nouvelle convention. Et donc, la transparence est due critère par critère. Hein, donc, là aussi, je dis aux employeurs, mais si vous ne formez pas vos managers, ça va leur faire bizarre quand ils vont avoir face à eux des salariés qui vont leur poser des questions en leur disant tu me dois les éléments de la cotation. Ils ne vont pas pouvoir dire va voir la RH, c'est eux qui l'ont fait, c'est pas moi. Ça ne va pas marcher. Donc, alors, je suis comme Stéphane, je dis qu'il vaut mieux l'expliquer avant et le plus en amont possible pour que on ne se retrouve pas avec la cabane sur le chien. Ça marche. Mais à la fin, si une fois que la photographie va être faite, ça doit être transmis au salarié. Il a 1 mois pour réagir par écrit, écrire à l'employeur, lui dire Monsieur l'employeur, expliquez-moi pourquoi je suis classifié à ce niveau-là. Et la transparence est due. En réalité, la nouvelle convention est bien plus précise et bien plus engageante que l'actuelle. Et ça, beaucoup d'employeurs sont en train de le découvrir. Excuse-moi. Merci, merci Gabriel. Merci à toi. Donc, on passe. Alors, merci à nos intervenants et intervenantes, à Isabelle, en l'occurrence, qui est la seule représentante féminine, d'interagir dans le chat. Moi, ce que je ne peux pas faire. Et donc, merci à vous de répondre aussi aux questions qu'on remontera à la fin, celles où vous n'avez pas pu répondre. Mais c'est vraiment bien d'intervenir dans le chat également. Vous êtes dans le débat. Dominique Olivier, donc tu es le DRH de Bosch France. Vous êtes en cours, tu pourras nous préciser où vous en êtes, mais en tout cas, vous êtes dans une logique de négociation d'un accord de méthode ou d'un accord de déploiement, si le terme ne vous fait pas peur chez Bosch. Et vous avez, pour te lancer, vous avez fait le choix d'une classification A. Et Dominique a disparu. C'est ça, hein, c'est bien ça. Dominique a disparu. C'est dommage. Ça. Bon. Il va Dominique. Bon, Bernard, t'es prêt? Bernard Morin, est-ce que j'ai fini par me connecter. Écoute, Bernard. Rodolphe, Rodolphe, tu m'entends? Oui, je t'entends. Alors, excuse-moi, Bernard. Bien. Ouais, on t'entend. Alors, la qualité, à la limite, il vaut peut-être mieux fermer ton. Écoutez, je vais couper la caméra.
Je vais couper la caméra parce que ça doit brouiller. Exactement, tu as tout à fait raison, c'est ça. Est-ce que tu m'entends toujours? On t'entend et c'est très bien, sans caméra. J'ai coupé la caméra. C'est très bien sans caméra. Bien, bonjour. Vas-y. Déjà saluer Gabriel et Stéphane, et je pense qu'il y a aussi des représentants du personnel de Bosch parmi le vaste auditoire qui nous entoure. Salut Gabriel, salut Stéphane. Déjà, premièrement, dire que les négociateurs rentrent certainement dans le livre Guinness des records dans la durée d'une négociation et dans le nombre de réunions, et féliciter leur pugnacité. On a démarré la réflexion au niveau ressources humaines pour le groupe Bosch, donc plusieurs entités juridiques, plus de 15 sites, la quasi-totalité dans la métallurgie, en avril 2020. Lorsque la négociation prenait sa structure et notamment son ossature avec la grille de classification. Et de vous dire que chez nous, au niveau sur 7000 salariés à peu près, vous avez 1400 intitulés de postes en bulletin de paye, ça montre toute la diversité qu'il y a pu avoir depuis ces 50 ans de la convention collective actuelle, ou des conventions collectives actuelles. Alors, comment on s'y est pris au niveau ressources humaines pour aller sur un accord de méthode ou un accord de déploiement, comme le disait Gabriel? Moi, je voudrais reprendre une seule phrase de la convention collective. C'est une classification de branche est avant tout un système d'évaluation et de hiérarchisation des emplois. Ça, c'est très intéressant. Alors, premièrement, le gros travail, c'est pas avec les organisations syndicales, c'est moi au niveau des directions. C'est comment faire passer un message dans lequel un emploi d'un site à un autre doit avoir la même fiche. Prenons les exemples d'opérateurs de fabrication qu'on est venu appeler équipiers de production. Lorsque vous assemblez des chaudières, lorsque vous faites un frein, un injecteur, etc., vous avez des critères qui sont à peu près les mêmes. Mais il y a de ça 15 ans, quand j'avais voulu faire le travail, chacun considérait que son site était particulier. Le gros travail, ça a été de faire en sorte que les équipes ressources humaines adhèrent à une logique d'une fiche emploi à l'identique pour tous nos sites. Deuxième point, à partir de là, quel est le maillage qu'on doit mettre sur les emplois? Vous voyez, 7000 salariés, 1600 références de bulletins de paye, maillage fin ou maillage gros? J'ai considéré que, compte tenu du temps qu'on avait devant nous, qui est court en fin de compte, le maillage devait être très gros, quitte à ce que par la suite, on le redescende. Alors, je m'explique, et je pense que ça va donner une compréhension à ce que je veux dire. Vous avez, alors on va prendre dans la hiérarchisation des emplois, donc bien sûr, il y a une tête et puis il y a des personnes qui descendent dans l'organisation et il n'y a pas de métier inintéressant, chacun a son importance, ou plutôt chaque emploi a son importance. Prenons les fonctions de directeur de communication, directeur financier, directeur des achats, directeur des ventes, directeur des ressources humaines. Ça peut faire 5 emplois. Ou ça n'en fait qu'un, si vous prenez non pas le métier, mais la partie management. Donc, on a considéré que pour toutes les personnes qui avaient un rôle de managérial, c'est la fonction managériale qu'on allait prendre. D'où le fait d'avoir une fiche emploi directeur. Et si on regarde au niveau des 6 critères qui ont été définis, on peut peut-être dire qu'au niveau de la contribution dans l'entreprise, il peut y avoir peut-être des différences. Peut-être, peut-être pas, mais on a pris le parti pris pour cette population-là, de dire on aura une fiche emploi de directeur. À partir de là, on aura à peu près, lorsqu'on aura fait ce travail, et puis après je vais vous expliquer comment on y va avec les organisations syndicales ou les représentants du personnel, à peu près entre 120 et 150 fiches emploi pour le groupe Bosch en France. Équipier de production dans lequel on met les opérateurs, on aura là une fiche emploi mais avec 3 niveaux.
parce que là, on reconnaît pertinemment qu'il peut y avoir dans cette fiche emploi des tâches et des responsabilités qui peuvent être différentes. Premier travail. Ce travail est fait avec les spécialistes de chaque métier, donc dans lequel on a les familles d'emploi, et on a commencé ce travail, on en est à peu près aux 3/4. Ça fait 2 réunions maintenant qu'on a avec les coordonnateurs syndicaux du comité de groupe, parce que c'est à ce niveau-là qu'on va travailler, pour définir un accord de méthode dans lequel on aura d'une part un groupe paritaire, d'autre part une commission de suivi. Groupe paritaire, pourquoi ? Fiche emploi que nous avons commencé à décliner, nous allons dans un deuxième temps avoir un panel de managers beaucoup plus élargi pour vérifier que les fiches emploi qu'on a définies sont cohérentes pour l'ensemble de nos sites. Auquel, dans ces panels, les représentants du personnel qui auront signé cet accord de méthode seront présents. On aura ensuite une deuxième étape dans laquelle les fiches emploi seront présentées à un panel des salariés concernés. Et ensuite, l'étape suivante, ça sera bien sûr la remise de cette fiche emploi à chaque salarié concerné. Dans ce travail, donc, il y aura toujours une présence des représentants du personnel. Ce travail fait, qu'on pense être se décliner jusqu'à la fin de l'année, on aura en début d'année 2023 une formation partagée avec les représentants du personnel pour être sensibilisés à la grille de classification. Cette formation, donc, pour laquelle on en a discuté cette semaine, c'était la deuxième réunion. Je leur ai demandé s'ils connaissaient des organismes prêts à nous sensibiliser. Je dois vous dire, Gabriel et Stéphane, que vos représentants ont levé la main en disant « nous, on sait faire ». Et donc, on pourra vous présenter nos spécialistes. Mais pourquoi pas ? L'important, c'est qu'on se forme ensemble. Ensuite, qui voudra aller vers le CCPM de mémoire, le fera. Qu'il l'aura, c'est très bien. Qu'il l'aura pas, c'est pas très grave, je dirais. L'important, c'est qu'on se forme ensemble. La formation étant nécessaire pour être présent dans la groupe paritaire de cotation ces fiches de ces emplois. Ça, c'est une étape qu'on prévoit de janvier 2023 à, j'allais dire, juillet ou septembre 2023. Et ensuite, il y aura la restitution de cette cotation auprès des salariés. Je pense que j'ai été peut-être synthétique, mais pour essayer de donner l'ensemble, Rodolphe. Super, Dominique. Et je me permets de rebondir par rapport à ce que tu viens de dire. C'est intéressant de voir, par exemple, une entreprise comme Airbus, dont il est mention dans le chat, où là, pour le coup, eux, à la différence de vous chez Bosch, ils ont une approche à très granulaire, avec l'objectif d'avoir 1500 fiches emploi, donc par rapport aux 120 dont tu parles, la centaine dont tu parles. Et à la différence de vous, et c'est encore plus majeur, pas d'approche paritaire sur tout ce qui est cotation, etc. Bon, bref, il y a une grande diversité des approches. Ça ne vous a pas traversé l'esprit de ne pas faire du paritaire ou pas faire de… Non. Il y a le nombre d'entreprises qu'évoquait Gabriel. Il y a 27 grands groupes de plus de 5000 salariés. On en fait partie. J'ai l'impression d'être un peu sur un chemin dans lequel, quand je me retourne, il y a peu de monde, mais chacun fait ses choix et je n'ai pas à les critiquer. La logique, quand une convention collective est signée, c'est qu'elle a été discutée ensemble, qu'elle a été validée ensemble, et cette grille de classification, en plus, pour tout vous dire, nous l'avons testée peu de temps après qu'elle ait été mise en réserve sur un de nos sites. Je vais en faire un petit peu de la publicité, ce LM Leblanc, pour des chaudières. Et on a fait cette cotation avec les négociateurs. Il y avait donc, parce que l'une des organisations ne pouvait pas être présente, mais on a fait des cotations de 3 postes avec les négociateurs et moi, des membres de la direction. Premier risque qu'on a tout de suite évité, c'est bien sûr la transposition. Le deuxième élément qui m'a marqué, c'est que lorsque la fiche emploi est bien rédigée, je crois que c'est Stéphane qui le disait, eh bien, notre cotation était quasiment à l'identique, si ce n'est que les représentants du personnel qui est autour de la table avaient un jugement un petit peu plus sévère que le nôtre.
légèrement. Mais c'était très intéressant parce qu'en fin de compte, on dit mais ça va être une foire d'empoigne, c'est pas vrai. Et globalement, je préfère qu'on travaille en amont plutôt que d'avoir des conflits en aval. Je pense que c'est relativement simple. Et comme tout a été négocié de manière paritaire au niveau de la branche, je pense que l'idéal pour moi est de le décliner toujours de la manière paritaire, en sachant que, il faut être aussi réaliste, que s'il y avait une différence d'appréciation, c'est moi qui tiens le crayon au final, si besoin. Mais je pense qu'on n'aura pas ces problèmes-là. Après, le choix de Airbus, je le respecte. Je pense que nous, on a voulu faire un maillage très large parce qu'il y a la notion du temps et je peux vous assurer qu'un an et demi, ou voire 1 an et 8 mois, c'est pas beaucoup. Voilà, Rodolphe. Merci Dominique. Alors, je vais passer la parole à Bernard. À toi la parole. Donc, Bernard, il faut que tu actives ton micro, Bernard. Voilà, ça y est. Voilà. Bonjour donc, Bernard, à toutes et à tous. Bernard Morin, donc tu es délégué syndical central de Sagemcom pour la CFE-CGC, où vous avez été une des premières entreprises à signer un accord de méthode. Donc, tu es comme un bon élève, tu as fait ton MOOC, toi, hein, et tu vas faire et donc tu te prépares à la formation dont parlait Gabriel. Et donc la spécificité, dans votre accord de méthode, un des traits, c'est d'intégrer la notion d'une commission paritaire de suivi. Hein, et tu m'expliquais que c'était l'occasion pour vous, comme essentiel, de partager avec les représentants de la direction un vocabulaire commun. Parce que c'était essentiel par rapport au flot de questions qui allait arriver des salariés, d'être au moins sur la même longueur d'onde dans l'expression et dans le vocabulaire employé. Bernard, à toi la parole. Vous m'entendez? Oui. À toi, Bernard. J'ai fait le MOOC et donc je vais faire la formation. Oui. Oui, effectivement, comme tu disais, Rodolphe, j'ai fait le MOOC et je vais assister à la première séance de formation après Pâques, là, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Et effectivement, pourquoi nous avons négocié et signé un accord de méthode assez rapidement, c'est que j'ai pas attendu que la convention soit signée pour en discuter avec la direction, avec le DRH et avec les équipes du DRH. Dans la particularité de Sagemcom, c'est qu'on a 200 fiches emploi pour 820 salariés français. Excuse-moi, Bernard, le son est pourri. Enfin, moi, de mon côté, en tout cas. Vraiment, le son est mauvais, Bernard. Oui, je suis. Je vais essayer de me déplacer. Là, je suis en téléphone, mais là, tu m'entends mieux là? Ouais, bof. Donc l'idée, c'était surtout de ne pas faire la classification, mais d'accompagner et les salariés d'un côté et la direction de l'autre. C'est pour ça qu'avec la commission paritaire qui va être composée donc du secrétaire du CSE, des 2 délégués syndicaux qui ont signé l'accord, d'un représentant de la CSSCT, donc qui est le référent CSSCT côté salarial, et puis du président de la commission Égalité Pro, puisque il y a aussi un aspect Égalité Pro à tenir compte dans cette mise en place de la classification. Après, le travail de fond va être fait par un comité, par la direction, donc par un comité de pilotage. Et il y aura certains groupes de travail en dessous avec des managers pour bien définir les emplois. Dans ces comités, dans ces groupes de travail, il pourrait y avoir éventuellement des représentants du personnel, mais qui seront dans ces groupes de travail en leur qualité de manager. Et c'est déjà arrivé quand il y a 2 ans, il y a eu un remaniement des fiches emploi. Et il y avait mon adjoint, par exemple, qui était manager d'une petite équipe qui a participé à l'élaboration des fiches emploi. Donc, c'est pas du paritaire tout le long, c'est du paritaire, ce sera du paritaire
de temps en temps, quoi. Voilà. Alors, Bernard, je me permets d'intervenir. Donc, toi, tu mets bien les frontières, tu mets bien une limite à la co-responsabilité pour toi. Mais je pense que oui, il faut mettre une frontière à la co-responsabilité, mais il faut avoir effectivement, comme tu disais tout à l'heure, le même vocabulaire pour pouvoir aider les salariés qui viendront me voir, qui viendront nous voir, quand ils auront reçu leur fiche emploi. Entendu. Il y a un autre point qui me paraît intéressant sur lequel t'entendre. Toi, tu as appréhendé le risque et il fallait, enfin, vous l'avez ensemble, c'est de ne pas se faire, entre guillemets, polluer par des histoires individuelles dès lors qu'on va mettre sur la table ce que vous avez cogité, etc. Parce qu'il y a un risque de parasitage des situations individuelles qui doivent être traitées, mais sans parasiter et embolir, on va dire, l'approche collective. Est-ce que ça, c'est un risque? Oui, effectivement, c'est un risque qu'on a déjà vécu au moment de la mise en place de notre accord de télétravail, où un certain nombre de salariés sont venus nous voir et pourquoi moi je suis pas éligible et pourquoi mon collègue est éligible. Donc on a dû déjà traiter pas mal de sujets de ce style et donc fort de cette expérience, on s'est dit avec mon équipe de négociateurs qu'il fallait pas qu'on retombe dans le biais et que c'était bien aux managers et à la DRH de définir les emplois de chacun dans un premier temps. Après, comme on l'a évoqué quand tu m'as interviewé, Rodolphe, moi je dirais que chaque salarié, après, une fois qu'il aura sa fiche emploi, il faut qu'il en soit moteur de sa fiche emploi. Je vais prendre par exemple mon exemple personnel. J'ai été embauché il y a déjà quelques années. J'ai été embauché 4-2 et maintenant je suis cadre. Donc à chaque épisode de ma vie professionnelle, j'ai fait évoluer ma fiche emploi quelque part. Après, il y a un autre aspect que je voudrais aborder, c'est que dans les salariés d'une entreprise, il y a aussi des représentants du personnel. Et je prends par exemple l'exemple de notre secrétaire de CSE. Donc, étant secrétaire de CSE, elle va gérer une équipe. Mais dans son emploi, sur sa fiche emploi de son travail professionnel, elle n'a pas forcément de gestion à faire. Donc, il va falloir appréhender aussi ce sujet-là. Moi, je pense que Gabriel pourra nous aider aussi sur le sujet. C'est que chaque salarié va devoir, à mon sens, faire aussi évoluer sa fiche emploi dans la vie à venir. Merci Bernard. Ouais, là, l'ouverture que tu proposes, je ne sais pas si on aura le temps vraiment de la traiter, mais effectivement, la question est ouverte. Cette grille, cette approche de classification, dans quelle mesure elle concerne également les représentants des salariés par rapport au mandat qu'ils portent, les activités qu'ils font dans le cadre? Est-ce que c'est un emploi? J'en sais rien. En tout cas, c'est des missions. Alors moi, je vais répondre. Rapidement. Je vais très court. Ouais. Moi, je dirais que, comme je dis souvent, j'ai deux travails. J'ai mon travail qui me nourrit et mon travail qui me passionne. À vous de définir lequel sera chaque jour, c'est pas forcément le même. Donc, et on acquiert des compétences en étant représentant du personnel qui doivent être mises à profit de la collectivité dans une entreprise, moi, je pense. Alors, non, mais c'est un vrai sujet. Par contre, il ne faudrait pas parce que, merci Bernard. Et moi, ça me permet de rebondir avec des questions de la salle. Il nous reste encore 20 minutes. Dominique Olivier, oui, Gabriel, Dominique Olivier va nous rejoindre, j'espère. Donc, il nous reste 20 minutes. Je vous propose qu'on rajoute 5 minutes au moins, donc il nous reste 25 minutes pour échanger un peu plus librement, etc. Et il y a des questions, moi, dans la salle, parce que là, Bernard, le sujet que tu pointes, c'est un sujet important. Comment on intègre les représentants des salariés. Mais il y a quand même des questions dans la salle qui sont intéressantes, et ça m'intéresse d'avoir votre retour, sur des boîtes où il n'y a pas d'organisation syndicale, les TPE, et comment ça va se passer pour les salariés dans ces entreprises de la métallurgie où il n'y a pas d'OS, pas de. Enfin bon, bref, au niveau du dialogue social, voilà. Donc, ça, c'est un point qui me paraît important de vous entendre. Gabriel ou Stéphane? Oui, excusez-moi, moi, il y a des questions là, parce qu'il y a des réponses qui se font en direct, elles ne sont pas publiques. Je pense qu'il faudrait quand même que tout le monde sache. J'ai vu passer des questions sur
s'il y a modification. Alors, en droit aujourd'hui, chaque fois qu'il y a une modification substantielle du contrat de travail, il y a nécessairement avenant au contrat de travail. Deux choses l'une, soit je le signe et j'accepte les conditions de cet avenant, hein, et c'est généralement facile quand il s'agit de promotion, ça m'est arrivé X fois, c'est moins facile quand il y a une partie dégradée de l'emploi parce qu'un certain nombre de circonstances l'obligent. Mais le salarié est toujours maître de sa signature. Alors maître entre guillemets, parce qu'on peut considérer que quelquefois ils n'ont pas vraiment toujours le choix, mais enfin, en droit, la signature d'un avenant au contrat de travail est un verrou qui est quand même important et bien sûr il est de droit public, donc il s'opérera nécessairement dans le continuum de la mise en place de cette classif. Au moment de la transposition, c'est-à-dire au moment où la photographie va être faite au 1er janvier 2024, là il n'y a pas de nécessité d'avenant au contrat de travail, hein, c'est une démarche qui sera collective. Et donc, au moment du basculement de l'ensemble des salariés dans cette nouvelle convention, évidemment, ça sera sur les emplois et les cotations qui auront été faites. Je précise que sur les mini, évidemment, il y a une question sur les mini, la réponse a été posée en direct. Les mini existent pour janvier 2024, mais il est prévu de les revoir parce qu'ils ont été basés sur une hypothèse d'inflation qui a bougé, mais nous avions pris la précaution de faire en sorte de verrouiller dans notre convention que nous réviserions à fin 2023 les mini qui seront applicables en 2024 et donc voilà, il y aura de toute façon un travail qui va être fait comme l'inflation est en train de déraper, évidemment il faudra en tenir compte sur les mini applicables. Au passage, pour être très synthétique, qui dit évaluation de l'emploi pourri égale cotation pourrie égale mini pourri. Donc vous comprenez bien que c'est un travail essentiel pour faire en sorte. Les mini, en fait, sont là pour garantir, c'est la voiture balai qui fait que. Et donc, effectivement, il faut que ce travail puisse être fait convenablement pour assurer, à minima, aux salariés d'être bien classifiés, bien positionnés avec les mini qui vont bien. Alors maintenant, là où on n'est pas présent dans les entreprises, les TPE en particulier, c'est un vrai sujet. Mais, comment dirais-je, on ne sait pas nécessairement le résoudre autrement qu'en faisant confiance aux chambres territoriales de la branche. On a bien tenté, Stéphane, pour en témoigner, de demander des commissions départementales ou de commissions par convention territoriale d'évaluation 2. On nous l'a généreusement refusé. Bon. Plus complexes sont les ETI, par exemple, où nous sommes présents, mais ou alors il y a des représentants autonomes. Là, c'est tout notre travail d'appropriation, de contact, d'aide. Évidemment, s'il n'y a pas d'accord de méthode en particulier ou d'accord de déploiement, c'est les CSE et CSEC qui feront le job. Ok, Stéphane, là-dessus, et je te voyais aussi rebondir sur ton approche de l'approche, jusqu'où aller dans l'approche paritaire. A priori, toi, tu veux aller le plus loin possible. Mais sur la PME aussi, sur le PME ou… Ouais, sur les TPE, malheureusement, comme le disait Gabriel, on a proposé qu'il y ait des commissions paritaires territoriales quand il n'y avait pas de représentants du personnel. Ça a été refusé et je dirais c'est la même difficulté qu'aujourd'hui avec, je dis, un petit plus, c'est que vu qu'il y a une fiche d'emploi écrite obligatoire, le salarié, dans le cadre d'un litige, pourra au moins s'appuyer sur cette fiche d'emploi. Aujourd'hui, il n'y avait pas d'obligation dans les entreprises d'avoir des fiches d'emploi. Donc, du coup, c'était parole contre parole. Là, on pourra s'appuyer au moins sur un document écrit qui décrit l'emploi et qui pourra être contesté. Sur le paritarisme, pas sur l'approche paritaire, mais est-ce que nous, on dit qui mieux que le salarié peut parler de son emploi réel? Et donc là, on a un vrai souci avec les entreprises. Il faut pas, si on a 150 salariés qui font exactement le même emploi, il ne faut pas que les 150 participent à l'écriture de leur fiche d'emploi. Pour autant, il nous semble difficile d'imaginer qu'on présente juste la fiche d'emploi au salarié après l'avoir écrite et que c'est que là qu'il fait ses remarques. Les remarques, elles doivent être entendues. Autant essayer de l'associer un peu mieux en amont. Donc, je cherchais tout à l'heure dans quel accord de méthode il prévoit. C'était chez Ugitech.
Il prévoit ça expressément. Et on a d'autres entreprises qui font ça depuis très longtemps. Je pense aux collègues de chez Ineos, anciennement Smart, où déjà sur l'accord de 75 actuellement, les salariés sont associés à la création de leur fiche, à l'écriture de leur fiche d'emploi, et les représentants du personnel sont associés à la cotation. Et ça se passe très bien. C'est paritairement. Donc, il n'y a pas de litige, il y a beaucoup moins de litiges parce que dans tous les cas, les salariés sont associés. Le risque de ne pas associer les salariés et les représentants, je le redis, c'est nous, ce qu'on fait passer comme message, c'est s'il n'y a pas de commission paritaire où on traite de ces arbitrages, le lieu où ça doit se traiter, c'est le CSE. Le rôle du CSE, c'est de remonter les revendications individuelles et collectives. Donc, chaque salarié qui se plaint de la cotation de son emploi ou de sa fiche d'emploi, s'il n'a pas un lieu ailleurs que dans le CSE, ça sera remonté dans le CSE et donc ça va engorger les CSE dans une période où il y a sûrement d'autres sujets à porter dans le CSE que de parler de la fiche d'emploi de Stéphane Destug ou de la cotation de Gabriel. Donc, il nous semble qu'on a d'autres choses à faire et qu'il faut que, comme l'a fait Dominique avec ses équipes, c'est intéressant de dire il y a des endroits. Alors, Dominique, il va plus loin, il va sur de la cotation paritaire. Ce qui est important, et moi je suis assez d'accord avec l'approche de chez Bosch sur le sujet, c'est que tous les intervenants aient une formation commune, qu'on puisse s'étalonner sur qu'est-ce qu'on dit quand on parle d'emploi, qu'est-ce qu'on dit quand on parle de tâches, comment s'étalonner sur les cotations, et ça permettra, même si après on est plus ou moins associé, d'avoir cet étalonnage. Dominique parlait de notre virée chez ELM Leblanc quand on était en train de préparer le GTP. Ça s'est fait ailleurs. Il y a des chambres patronales, notamment dans le Nord, où ils ont mis ça en place. On a eu exactement le même résultat. Une cotation faite par les organisations patronales à 19, faite par les organisations syndicales à 21. On voit que ça marche. Quand on arrive à s'étalonner, on voit que ça marche. Donc, il faut vraiment qu'on travaille sur, on va dire, un pot commun de formation pour permettre de mieux discuter dans l'entreprise. Merci Stéphane. Eric, je te propose peut-être de rebondir sur justement cet accompagnement, concrètement, comment l'approche participative, comment vous l'appréhendez. Et quand on préparait, pour toi, il y a un point important aussi dans le cadre de cette régulation, c'est comment on va Je ne t'entends plus, Rodolphe. Ah oui, ça fait 2 secondes, ça fait 30 secondes que je parle tout seul là. Ok. Bon, je répète depuis le début. Donc, sur la partie accompagnement, comment vous placez. Et tu pointais un point qui me semble important, c'est la polyvalence. Comment la polyvalence dans des grilles plus élargies, elle s'appréhende et comment on appréhende l'évolution dans l'emploi avant de passer dans une classif. Et tout ça, comment ça, là, c'est de la discussion, c'est de l'ingénierie. Comment vous préparez les choses? Je crois qu'un des intervenants tout à l'heure, si on rebondit sur ton dernier sujet, posait la question. Il y a des systèmes qui sont un peu hybrides aujourd'hui, qui mélangent compétences, emploi, etc. Et souvent, la gestion de la polyvalence ou la reconnaissance de la polyvalence se fait dans ces systèmes-là. Donc, à partir du moment où on redéfinit un emploi, il faut redéfinir un petit peu quel est en fait son périmètre, hein, et donc voir si on l'intègre ou pas. Donc, il y a effectivement ces questions, puisque quelqu'un le disait tout à l'heure, je crois que c'est le DRH de Bosch, l'intérêt aussi d'avoir des emplois globaux, c'est que ça ne crée pas trop de rigidité en termes d'organisation du travail, hein, puisqu'on voit bien que les enjeux de production font que souvent, et l'autonomie nécessaire des acteurs fait qu'on ouvre de plus en plus les emplois et on les responsabilise. Donc, si on fait des choses très très fines, on se coince. Donc, il y a effectivement ce travail-là, cette question-là qui peut être reposée au départ, savoir où on la met et comment on la reconnaît. Est-ce qu'elle est dans l'emploi? Est-ce qu'elle est à côté par rapport à cette question du détourage de l'emploi? Tu me posais la question de comment on va se positionner sur l'accompagnement. Je crois qu'effectivement, tout ce qu'on a dit, c'est qu'il y a une sorte de pédagogie partagée, entre guillemets, une compréhension partagée de la réalité de l'emploi, de la façon dont les cotations s'opèrent, la hiérarchie s'opère. Et ça, ça suppose un travail concerté au minimum, c'est-à-dire de travailler ensemble. Alors, on voit bien que les modalités, selon l'entreprise, peuvent être différentes, selon sa philosophie, j'ai envie de dire, mais aussi sa taille. Associer tous les salariés à la description d'emploi, c'est facile quand l'entreprise est de petite taille, c'est très vite compliqué quand on est sur des groupes
importants ou des entreprises, par exemple, qui ont des sites différents et de tailles différentes. Donc, on est obligé souvent d'user de logiques de panel, comme ce qui a été dit tout à l'heure, et puis ensuite de partage d'informations autour d'une fiche qui a déjà été établie. Mais ça, c'est la mobilisation collective autour de cela. Après, il y a toute cette question en amont de comment direction et partenaires sociaux réfléchissent ensemble, regardent ensemble ces productions et arrivent à une vision partagée de ce qu'est l'emploi et de ce qu'est la hiérarchie. Donc ça, c'est cette concertation, moi, qui me paraît essentielle sur tous ces projets, qui sont effectivement toujours des projets longs. Hein. Moi, je le disais au début, il y a une succession de chantiers en fait à ouvrir, parce que c'est un peu un fil que l'on tire. Hein. Une fois qu'on arrive à la cotation et qu'on a la hiérarchie, effectivement, on se pose la question de la réorganisation des grilles de salaire, par exemple. Ensuite, se pose la question de savoir comment on évolue dans les grilles de salaire, et c'est d'autant plus important avec la nouvelle convention collective de la métallurgie, puisqu'on a moins de coefficients, d'une certaine façon, pour un certain nombre d'emplois par rapport à avant. Et donc, forcément, comme le disait un des intervenants, on va rester peut-être plus longtemps dans une je parle notamment, je vois quelqu'un qui dit non, par rapport à une grille qui faisait plusieurs coefficients possibles pour on va dire, créer on va dire des zones de progression assez conséquentes. J'ai vu ça, par exemple. Non, il y a plus de gradients aujourd'hui qu'il y en avait avant. Hein. Et notamment sur la partie ingénieur et cadre. Ah oui, pour ingénieur et cadre, je parle pour non, ouvrier. mais pas que pour les ingénieurs et cadres. Donc, je dis attention. Au contraire, donc en fait, ça va permettre, j'allais dire, normalement, plus de progression de carrière. Bon, moi, les expériences que j'ai conduites pour l'instant font que souvent, alors j'ai travaillé plutôt dans le monde sidérurgique, donc c'est peut-être ça la différence. Il y avait beaucoup de coefficients pour un même emploi possible, et il y en a moins aujourd'hui par rapport à la grille, donc forcément, ça pose la question de la reconnaissance pour moi qui s'opère derrière. Mais j'entends votre remarque. Eric, entendu. Il y a Dominique. Tu voulais intervenir, Dominique? Micro, oui. Dominique. Oui, tu m'entends? Oui, on t'entend, oui. Bien. Sur la fiche emploi, et puis après, j'ai une remarque rapidement sur le mandat de représentant du personnel. Sur la fiche emploi, comme je vous l'ai dit, on a différentes étapes, et à la restitution envers chacun des salariés, je vais reprendre l'équipier de production ou le directeur, peu importe, comme ça on a le haut et le bas, et les deux sont importants, parce que c'est le débat qu'on a eu cette semaine avec les représentants du personnel. Et le salarié va parler de son poste et pas de la fiche emploi. Et là, je dis, c'est simple. Est-ce qu'il va s'y retrouver à 100%? Je suis à peu près certain que non. S'il s'y retrouve pas du tout, il y a un problème. Mais s'il s'y retrouve à 80%, j'ai gagné. Parce qu'il va avoir... Mais ça, je le fais, ça. Ah ben oui, je sais, mais est-ce que c'est un élément clé de cet emploi? La réponse, elle est importante, mais peut-être la réponse est non. Donc, il faut bien mesurer à chaque fois ce lexique et ces définitions des mots. Hein, on a métier, on a emploi, on a poste de travail, par exemple. Et le deuxième point, c'est est-ce que j'ai à côté des mandats, des fonctions de représentant du personnel? La réponse est non. Et clairement non. On a des personnes qui sont bien sûr dédiées à 100% dans des mandats, qu'ils soient dans l'entreprise ou également à l'extérieur, dans des engagements auprès de leur chambre, de leur fédération ou auprès de mandats externes prud'hommes ou autres. Je n'ai pas à côté ces fonctions-là, ou enfin je sais pas, cet engagement-là. Mais chacune de ces personnes a un emploi de toute manière, même s'il est fictif. Pour l'instant. Mais j'ai pas à côté, enfin bon, Gabriel et Stéphane me reprendront peut-être sur le sujet. Le dernier point qui est important, c'est que je crois que de tous les intervenants qui sont ici, et de tous ceux qui nous écoutent, personne n'a négocié la Convention de 75. Et donc, ma démarche est très empirique. Quand je dis qu'elle est très empirique, c'est que si je la faisais seule, je suis sûr de me planter. La faisant de manière paritaire, c'est pas de la cogestion, c'est de la codétermination, comme on peut l'exprimer en Allemagne. Je suis à peu près certain d'éviter de faire des conneries. Et c'est pour ça aussi qu'elle est importante, parce que
franchement, celui qui dit aujourd'hui, je sais comment la mettre en place et il n'y aura pas de grain de sable, y compris après janvier 2024, je lui tire mon chapeau. Hein. Donc, soyons modestes sur le sujet. Certains l'ont dit dans les négociateurs, le plus facile a été fait, le plus dur maintenant arrive. C'est vrai. Merci. Merci Dominique. Alors, je me permets, il y a un rebond dans la salle de quelqu'un qui dit, bon, en fait, en clairement, le mandat, les activités de représentés de salariés, ce sont des emplois fictifs. Hein. Voilà. Non, oui, mais c'est très bien. On doit par contre utiliser les compétences acquises durant ces périodes-là, c'est clair. Ouais, ça pourrait être peut-être plus fléché. Ok. Par rapport Rapidement, Gabriel. Ouais. Oui, on s'est posé la question X fois et on n'a pas su le cadrer au niveau de la branche. D'abord parce que représentant du personnel, ce n'est pas un emploi. D'accord ? On n'a pas, en tant que représentant de telle ou telle organisation syndicale, on n'est pas rattaché à l'employeur, on est rattaché à l'employeur par son contrat de travail. Donc, c'est un sujet, quand on le prend, on l'a pris par tous les bouts, parce que sinon, ça veut dire qu'un délégué syndical, si on définit qu'il est au statut cadre, ou on dit au statut non cadre, ça ne peut pas être l'un, ça ne peut pas être l'autre. C'est ingérable au niveau de la branche. Donc, en fait, c'est renvoyé au niveau de l'entreprise. Et là, il faut qu'effectivement, les directions, les RH jouent le jeu pour tenir compte effectivement et notamment en termes de trajectoire, c'est-à-dire que c'est en dynamique qu'il faut regarder ça. C'est je rentre dans un mandat, je me ressors 4 ans après, à quel niveau tu me repositionnes? C'est le sujet qu'on a évoqué régulièrement avec Dominique dans son groupe, bien évidemment. Merci Gabriel. Isabelle, merci à toi. Tu as beaucoup répondu dans les questions. Ça serait sympa de t'entendre là, peut-être par rapport à tout ce que tu as pu entendre. Et qu'est-ce que ça t'inspire comme rebond? Oui. Et puis j'ai réussi à activer ma webcam, donc en plus, vous allez pouvoir m'entendre et me voir. En fait, ma principale réaction, alors il y avait plusieurs questions sur comment intervenir, à quel moment intervenir quand on est représentant du personnel, etc. Il y a plusieurs axes possibles, comme on l'a déjà vu abondamment. Il y a soit vous réussissez à négocier un accord de méthode qui vous permet de cadrer avec votre direction comment ça va se passer de bout en bout. Depuis les premiers travaux en paritaire, ça c'est le cas qui me semble le plus souhaitable pour pouvoir justement, comme Stéphane le disait et Gabriel aussi, intégrer le travail réel dans la discussion, et qui mieux que vous, représentants du personnel, pour porter cette parole. Ça c'est le cas idéal, et donc vous allez aussi, si vous négociez un accord de méthode, enfin si vous pouvez le faire, cadencer les travaux, cadencer l'aide dont vous allez bénéficier, parce que Eric est là et représente l'aide que les directions peuvent s'octroyer en passant par des acteurs dont c'est le métier, hein, finalement. Mais vous aussi, vous pouvez vous faire soutenir dans ces travaux, et par vos syndicats et par l'expert du CSE qui va aussi pouvoir vous apporter de l'aide méthodologique, de l'aide à la mise en cohérence, etc. Et puis vous aider à investiguer les sujets connexes. Et puis dans le suivi, parce que en fait, on parle de la mise en œuvre dans l'immédiat, mais c'est pas un fusil à un coup. On a la mise en œuvre pour le 1er janvier 2024, mais après le système va vivre, et c'est très important que le suivi fasse l'objet d'une attention particulière, parce qu'effectivement, les gens, leur métier évolue, et il faut pouvoir le prendre en compte. Il faut que la réévaluation puisse se faire régulièrement. Donc, cas idéal, l'accord de méthode. Cas dégradé, vous allez être informé, consulté sur les modalités de mise en œuvre. Il est probable à ce stade-là qu'il y ait des choses qui soient déjà bien calées et bien cadrées par la direction sur la manière dont elle va procéder. Donc là, c'est un peu plus difficile de prendre les choses en main, mais pourquoi pas à ce moment-là. Et si vous sentez à ce moment-là qu'il y a des implications très importantes, appelez vos conseils pour savoir si vous ne pouvez pas mettre en place une mission de projet importante
une expertise pour projet important pour que toutes les dimensions puissent être étudiées et que vous disposiez de tous les éléments pour rendre un avis motivé qui puisse vous donner plus de poids. L'autre point, c'est vous avez les expertises politiques sociales aussi, hein, par le biais desquelles votre expert va pouvoir vous aider à poser des bases et à faire un pré-diagnostic de la situation, ça je le disais tout à l'heure, et ça peut être important. L'autre point, donc je parlais du fait que le 1er janvier 2024, on n'est qu'au début en fait de la nouvelle vie, donc bien avoir en tête que ça ne s'arrête pas à ce moment-là, quoi. Donc derrière, il y a tout un pan d'activités et de suite à construire avec votre direction et avec vos syndicats. On en parlait tout à l'heure, mais c'est très important. Il y a aussi le lien avec la GEPP, le plan de développement des compétences, et les choses qui vont se chaîner petit à petit. Si les choses sont bien faites, comme le disait Gabriel, dès le départ, quoi. Oui, absolument. Absolument. Mais après, alors moi mon inquiétude, tout à l'heure, j'ai pas rebondi, mais effectivement, mon inquiétude, c'est que Delphine mentionne la mission orientation stratégique, oui, parce qu'elle pose le cadre de la GEPP, et Delphine, merci de le rappeler. On parlait des grilles automatiques qui seraient appliquées. Moi, ma crainte, c'est que ce soit surtout dans les petites entreprises où on ait des transpositions un peu arbitraires qui se fassent par manque de temps ou par manque d'anticipation. Évidemment, ce n'est pas souhaitable, mais si ça arrive, en tout cas, il faut se donner un droit de suite pour recadrer les choses a posteriori. C'est pas là où nous sommes le plus inquiets. Hein. Ce n'est pas pour les PME, PMI. Les grands groupes, d'un côté, ont généralement beaucoup de moyens. Les PME, PMI vont se faire aider par les chambres territoriales. On va pour ça. On n'y est pas, mais bon, c'est autre chose. Les ETI, c'est un autre sujet. Les ETI, pour le coup, ça se situe entre 100 et 5000 personnes. Et là, effectivement, le risque que tu pointes peut être avéré. Oui. Et il y a un autre sujet dont on n'a pas tellement... Ouais, juste une mention, c'est le fait que dans énormément de grandes entreprises de la branche, il y a des grilles internes qui sont celles auxquelles les directions se réfèrent pour tout ce qui est progression de carrière, rémunération, hein, parce qu'en fait, très souvent, ces grilles, elles servent à déterminer les possibilités d'augmentation en fonction du niveau de classification interne et du niveau de performance. La grande question, ça va être comment tout ça va s'interconnecter avec les nouvelles grilles qui sont sur cette philosophie de pesée de poste qui correspond. Est-ce que les entreprises vont garder un double standard ou est-ce qu'elles vont se caler sur le dispositif de branche? Pour moi, c'est la grande question qui va se poser dans les prochaines années. Voilà. Entendu. Parfait. Merci Isabelle. On arrive à la fin de notre direct. Eric, peut-être un dernier mot par rapport à ce que tu as pu entendre? Non, c'est très clair. Je crois qu'effectivement, c'est un très gros chantier qu'il faut engager au plus tôt. Je crois que tout le monde était d'accord là-dessus et que chaque étape est essentielle et c'est les descriptions effectivement qui font le point. Sur la dernière question par rapport aux très grands groupes, moi je pense qu'il y a les dispositifs qui existent, en règle générale, dans un grand groupe, il y a déjà des systèmes de pesée de points à point et il y a des descriptifs relativement bien structurés en règle générale. Donc, il peut y avoir non pas une transposition, mais une adaptation. C'est-à-dire que soit on fait un travail de mise en cohérence entre la grille de pesée et le système qui existe, soit en fait on fait une repesée de ces emplois qui ont été généralement bien décrits. Donc, moi, je suis moins inquiet sur les grands groupes. Je suis plus inquiet effectivement sur les ETI au sens comment elles vont organiser ces gros chantiers quand même qui sont lourds, quoi. Entendu. Merci Eric. Alors, je vous propose une minute chacun pour en petite. Eric et Isabelle l'ont fait. Stéphane. Moi, je ferai juste un petit point. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et qui pour nous est très important. Eric disait que dans les grands groupes, les fiches, elles existent. Oui, elles ne sont pas tout le temps revues. Du coup, ce qui est essentiel dans cette convention collective, c'est qu'à minima, tous les 2 ans, à l'entretien pro, elles peuvent être revues. Et ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant parce qu'on restera plus près du réel que du prescrit. Très vite. Dominique.
Ah, je vais être philosophe. Je crois que c'est une très belle histoire pour la métallurgie et il faut qu'on la réussisse. Entendu. Bah, parfait. Bernard. Juste, je rebondis sur ce que disait Eric. En fait, chez Sagemcom, on a des entretiens individuels tous les ans. Donc, c'est à ce moment-là que je pense que les salariés pourront discuter avec leur manager sur l'évolution de leur emploi et effectivement revoir sur la base de la fiche emploi pourront effectivement progresser progresser dans ce qu'ils font, quoi, bien redéfinir lors de cet entretien. Merci Bernard. Gabriel, à toi la fin. Alors, plus d'équité, plus de transparence dans les gestions de carrière, c'est le pari que nous avons fait. Et nous gageons que ici, nous avons pourvu la branche d'un système qui lui permettra d'être performante et de redevenir un élément majeur de l'économie. En tout cas, c'est le pari que nous avons fait pour les prochaines années. Et qui donnera tout son sens à la négociation de branche. Voilà. Oui. Entendu. Bah, écoutez, merci à Oasis Consultant et à Sextant Expertise d'avoir porté cette matinée. Merci à vous quatre de vos interventions. Merci à votre participation active dans la salle, vos questions. On n'a pas pu répondre à tout le monde, mais je pense que bon voilà, on a fait le maximum et merci à aux intervenants et intervenantes d'avoir répondu dans le chat. Prochain live à suivre, compte rendu à suivre sur Miroir Social et prochain direct le 22 avec un plateau beaucoup plus féminin. Alors, c'est peut-être le sujet qui fait que. Le sujet, c'est l'accompagnement des arrêts longue durée. Donc, je ne sais pas, c'est le CARE et le CARE, ben, forcément, là, peut-être, il y a plus de femmes qui vont intervenir. Voilà. Bah, écoutez, merci à vous. Bonne fin de journée, bon week-end et merci encore à vous dans la salle et à vous parmi les intervenants et à Oasis et à Sextant. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.